Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes mardi 13 décembre et je continue mes lectures et digressions à partir de cet ouvrage L'espoir maintenant. Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, ce sont des entretiens. Euh, alors, L'espoir maintenant, le titre est vraiment bien choisi. C'était des entretiens qui ont eu lieu dans les années 80, juste un petit peu avant la mort de Jean-Paul Sartre. Euh, donc, cette lecture digressive que je fais de cet ouvrage, c'est essentiellement pour démontrer la pertinence de la théorie que je développe sur la mécanique universelle. Et en même temps éclairer peut-être une autre façon de concevoir le travail et les recherches de Jean-Paul Sartre et de Béni Lévy à ce moment-là. Mais c'est surtout pour essayer de dire, oui, l'humanité a un sens, une direction, une finalité. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est la phrase de base de la théorie que je développe donc sur le site mécaniqueuniverselle.net et dont on a quelques idées à travers les vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion. Il y en a aussi. Voilà. Et donc, à mon sens, c'est un peu ce qu'a cherché d'abord toute son existence Jean-Paul Sartre, à trouver le sens de l'humanité. Il l'a cherché à travers l'expérience communiste, révolutionnaire, en somme, après la création de l'URSS. Il a été un compagnon de route, très peu de temps d'ailleurs, mais voilà, un compagnon de route parce qu'il pensait, à mon sens, que c'était le communisme qui allait gagner dans la lutte qui s'est imposée tout de suite d'ailleurs, dès que la révolution russe s'est épanouie en Russie. À partir de là, le capitalisme qui était le challenger en face, enfin le dominant d'ailleurs à cette époque-là, c'est voilà, c'est ingénié à le faire capoter, ce qui est naturel. Hein, c'est une réaction complètement logique qui décline de nos origines primates. Nous étions des primates. Si on accepte cette idée-là, le darwinisme, euh, on était des primates et dans l'organisation primate, les dominants, il y a un dominant, un prétendant, et il se livre une bataille jusqu'à ce que l'ancien dominant soit assez épuisé pour céder la place, le nouveau dominant prend la place, etc. Et puis il y a d'autres prétendants qui arrivent, et voilà comment ça se passe. C'est ce qui fait d'ailleurs que chez les primates, l'évolution ne peut pas avoir lieu comme chez l'homme avec la même densité. Parce qu'en définitive, ce système dominant-dominé freine l'évolution. C'est parce que nous avons réussi à sortir de ce mécanisme, même si nous n'en sommes pas totalement sortis. La preuve, donc, voilà, par exemple, ce mouvement entre le communisme, entre URSS et Amérique, ces 70 ans de lutte, ça correspond exactement à ce mécanisme primate. Et aujourd'hui, on retrouve voilà, le dominant celui qui a vaincu le communisme, c'est-à-dire le capitalisme, euh, avait besoin, c'est chercher un nouvel ennemi en somme, et c'est retrouver de nouveaux ennemis. D'abord,
le monde arabe à un certain moment, et puis maintenant la Chine et la Russie. Voilà. Et donc, on se retrouve toujours avec ces mécanismes-là. Mais globalement, l'humanité est sortie de la radicalité de ce mécanisme qui existe chez les primates et qui fait qu'ils n'ont pas assez de tranquillité pour pouvoir évoluer plus rapidement au niveau de la conscience, de la réflexion, etc. Chaque jour, dans le système primate, il y a des conflits à gérer, etc. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, l'évolution s'est faite sur d'autres critères, il y a eu d'autres choses qui ont fait que l'humanité s'est distinguée des lois de la nature pour rentrer dans les lois de la culture. Bon, bref. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il faudra, nous émanciperons complètement de ce problème dominant-dominé qui fait qu'on évolue, mais on évolue aussi à travers la violence, aussi à travers la destruction, reconstruction. Ces modèles-là, ce qui est en train de se passer en Ukraine, par exemple, voilà, on détruit et après on va réinjecter de l'argent pour reconstruire en mieux, etc. Et c'est une grande part de notre type d'évolution. Voilà. Et il faudra s'affranchir parce qu'on voit bien à quel point il est stupide d'abord et à quel point il est dévoreur d'êtres humains, de tout quoi en réalité. Mais en même temps, c'est un moyen d'évolution. C'est terrible à dire, c'est triste, mais à la sortie de chaque guerre, on a gagné des choses que l'humanité a gagné, de nouvelles lois, une nouvelle pensée, etc. Voilà. Il y a toujours... et puis le bien est toujours en lutte contre le mal dans un système de guerre, et au final, il y a toujours une sorte de, de nouvelles formes de pensée qui émergent de cela. Voilà, c'est un moyen, il faut qu'on en sorte. Et la mécanique universelle, mon travail, essaye de dire maintenant on peut évoluer de façon consciente vers cette finalité qui est notre finalité, c'est-à-dire amener l'humanité à son ultime perfection. Donc on peut le faire de façon consciente, de façon symbiotique, en partageant le pouvoir, en partageant le leadership, en étant vraiment solidaire, en acceptant de se fédérer derrière l'ONU, derrière les structures universelles qu'on a déjà construites. Donc rendre ces structures universelles justes, totalement justes, rendre l'ONU totalement juste, ce n'est pas le cas actuellement. Il est partisan, il est plutôt pro-occidental, etc. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc un système onusien totalement juste dans lequel toutes les grandes puissances amènent fournissent leurs soldats. Donc en fait, c'est l'ONU qui devient tout puissant en somme et qui peut alors à ce moment-là dire bon stop quand il y a deux nations, deux pays qui se battent, deux systèmes qui ont l'intention de se battre, l'ONU tout puissant peut dire stop, voilà, on vous interdit de faire ça, vous réglez votre problème d'une autre manière et avec justice, il faut qu'à la fin que ça soit la justice qui prenne et nous, l'ONU, on va vous aider, mais plus personne discutera l'ONU. Là, actuellement, on discute l'ONU et c'est très bien qu'il soit discuté. Il est discuté parce qu'il est injuste. Donc le fait de discuter et de ne pas obéir aux règles de l'ONU, c'est une façon de dire voilà, on vous montre ce que vous êtes, comme vous êtes injuste. On montre l'injustice que vous avez. Voilà, c'est une façon inconsciente de montrer à l'ONU vraiment où il en est actuellement. Et donc ça sera dépassé. Alors, je reviens à ma lecture. Donc, j'étais arrivé...
j'en étais à cette... On en était au fait que la dernière phrase, une des dernières phrases, c'était Jean-Paul Sartre qui disait « Je le suppose encore qu'il faille un jour revenir quand nous aurons bien défini la fraternité sans terreur sur la fraternité terreur ». Puisqu'en fait, c'est ce qu'il s'est passé avec le communisme. Le communisme, l'URSS et la Chine ont bien amené l'idée de fraternité à l'humanité. C'était une nouveauté, c'était quelque chose d'important, une fraternité mondiale, c'était ce qu'ils voulaient faire, mais ils l'ont imposé à travers la terreur, à travers le goulag, à travers le manque de liberté, à travers la surveillance de tous par tous, etc., etc. Le manque de liberté, etc. Le fait de ne pas pouvoir critiquer le système, tout ce mécanisme qui a fini par faire chuter la vision communiste, en fait. Mais évidemment, le communisme, il n'était pas que tout mauvais, comme le capitalisme n'est pas tout bon et ni tout mauvais, etc. Il a des choses qui sont fondamentales pour l'évolution de l'humanité, par exemple la vision de la fraternité, mais le manque de liberté, c'est quelque chose qu'on doit écarter. Mais on doit garder l'idée de fraternité du communisme, l'idée d'égalité, d'aller de plus en plus vers de l'égalité entre les hommes. Il y a plein d'idées comme ça qui sont l'égalité entre hommes et femmes, que préconisait le communisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales. Mais par contre, le fait de penser que la religion c'est l'opium du peuple, eh bien ça, non, ça fonctionne pas. La religion, elle a des problèmes à résoudre. On doit faire évoluer les religions là où elles sont sclérosées, on va dire, là où elles manquent de souplesse et de vision universelle, par exemple. Mais il y a des choses fondamentales de la religion que le parcours de l'humanité doit garder, précieusement, doit mettre en évidence, voilà. Les religions, par exemple, ont toutes réfléchi à la finalité de l'humanité, au sens de l'humanité. Et c'est dommage que, justement, Sartre, en épousant corps et âme la pensée communiste ou marxiste, en a épousé aussi les idioties du genre de tenir à l'écart, de repousser toutes les visions spirituelles. C'est dommage. Et c'est d'ailleurs ce qu'il compense à la fin de son existence. Il n'a pas eu le temps d'aller au bout, mais dans cette relation entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est cette prise de conscience, et c'est pas pour rien que c'est avec une personne qui revient dans le giron du spirituel, Béni Lévy, qui était du côté de la révolte, de la révolution, et qui revient du côté du spirituel, parce qu'il a vu que l'échec de la vision révolutionnaire. Alors, donc, il y avait cette vision radicaliste du radicalisme communiste qu'il doit éliminer, au fond. C'est ça l'idée chez Jean-Paul Sartre. Je vais commencer à lire. Donc, ce que nous cherchons en essayant de repousser l'idée d'une conjoncture qui soit simplement une conjonction dans l'élément du malentendu, ce que nous cherchons, c'est une conjoncture qui soit réellement une conjonction des intentions. Ça, c'est Béni Lévy qui dit ça. Donc, il y a l'idée de l'intention de la finalité. Quelle finalité trouver ? Il y avait la finalité du communisme, à amener la fin de la lutte des classes, le bonheur absolu des ouvriers, etc., mais dans une vision matérialiste qui ne fonctionne pas,
qui n'est pas suffisante, quoi. Il y a quelque chose que l'humanité a rejeté, tout simplement, parce qu'il manquait la liberté, la spiritualité, etc. Donc il y a des... Mais ça n'empêche pas que l'intention, elle est là à garder. Il continue, Béni Lévy. Autrement dit, être radical, ce serait poursuivre radicalement jusqu'à l'unification adéquate, le rassemblement des intentions éparses. Voilà. Et c'est exactement ce que je découvre en même temps que je lis. Hein. C'est la façon dont je pratique. Et ça me permet d'être complètement égayé devant ce que je lis, parce que c'est un plaisir intense de découvrir les choses comme ça et de pouvoir les adapter à la théorie que je défends. Donc, le rassemblement des intentions éparses. Si vous avez écouté les vidéos précédentes, où je recherche maintenant une nouvelle loi, une nouvelle voie, je veux dire, qui serait centrale et universelle. Une nouvelle idéologie politique qui serait pas une idéologie sans être une idéologie, mais on va dire une idéologie globaliste qui puisse englober et le meilleur du communisme, et le meilleur du socialisme, et le meilleur de toutes les spiritualités, de chaque spiritualité, et le meilleur de chaque groupe humain, en somme, que chaque groupe humain puisse avoir droit de penser dans cette nouvelle idéologie, une idéologie qui pourrait rassembler vraiment tout le monde, qui rassemblerait et l'extrême droite et l'extrême gauche, et le centre, et la droite et la gauche classique, voilà, et que ça soit à peu près dans tous les pays, on se retrouve avec des idées comme ça. Et même les idées, les théocraties, le principe théocratique, le meilleur des principes théocratiques, il faut oublier personne. C'est ça le challenge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire non, on ne veut pas de l'extrême droite, non, on ne veut pas de l'extrême gauche ou quoi que ce soit. Et ça, c'est par exemple le tort de l'extrême gauche, de certains dominants de l'extrême gauche, d'être tout de suite dans un mouvement qui est violent, en fait, de rejet total, sans écouter, sans penser, sans être dans... Ça ne veut pas dire qu'il faut adopter les choses qu'on trouve injustes, les choses qui sont racistes, voilà, il y a des choses comme ça, etc. Mais il y a une voie. Bon, alors, peu importe, admettons, c'est le mécanisme mental de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de se faire une ennemie radicale de l'autre versant. Bon, ok, d'accord, admettons, c'est comme ça. Mais une nouvelle voie qui serait possible et qui commence à être entrevue, parce qu'en fait, c'est ça, les voies centrales, là, ni gauche ni droite, etc., qui se sont fait élire dernièrement. En fait, c'est une tentative de ça, sauf que ils sont injustes. Et c'est ça qui ne va pas. Il leur manque le fait d'être juste, d'être vraiment central, c'est-à-dire d'être du côté du peuple, d'abord vraiment démocratique, d'être vraiment pour le peuple, de défendre le peuple, de regarder le peuple dans sa souffrance, de privilégier le peuple sur les dominants, et c'est pas ce que font le gouvernement central, se disant central actuellement. Il est du côté de l'oligarchie, du côté des dominants, voilà, et c'est clair. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Mais l'intention est là. Donc, ça veut dire que c'est bien une voie centrale qui est logique, quoi, maintenant. Et ça fait longtemps qu'on y pense à cette voie centrale qui arrêterait de se battre, de perdre de l'énergie, de rassembler les énergies, en fait, pour le bien de la nation, au lieu de... voilà, pour le bien de la nation et au-delà pour le bien de l'humanité, en somme. Voilà. Donc je continue ma lecture. Donc le rassemblement des intentions éparses, dit Béni Lévy. Et c'était
intuitivement pensé là, sauf que ça va pas loin dans la pensée, mais les mots sont dits. Jean-Paul Sartre reprend, c'est ça, dans la mesure où c'est possible. Et évidemment, c'est ça le plus dur, c'est que c'est extrêmement difficile de réunir les intentions éparses. Béni Lévy, on s'était sacrément trompé auparavant quand on se disait on a une fin, la révolution, et comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, pour arriver à cette fin, on peut avoir les mains sales. C'était une œuvre de Jean-Paul Sartre. Et voilà l'erreur qu'il y a eu. C'est-à-dire le philosophe se trompe dès qu'il prend un parti n'importe lequel. Et même s'il choisit le parti aujourd'hui de Macron, il se trompe aussi. Parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas universel, le philosophe doit être universel. Sa pensée, c'est un philosophe qui se réduit, qui est injuste, parce qu'il est plus attaché à un parti, plus attaché à un groupe, plus attaché à un pays, plus attaché à une communauté, se trompe. Malheureusement, c'est terrible, c'est dommage, c'est affreux, mais malheureusement, ça lui enlève même s'il est brillantissime, même s'il a un esprit extrêmement puissant de philosophie, il va perdre parce qu'il va être obligé d'être injuste. Malheureusement, il est obligé d'être injuste. Et s'il s'engage en plus dans des mouvements, dans le politique, pour aider le libéralisme à vaincre, ou aider le capitalisme, ou aider l'Amérique, ou aider les Russes, ou aider... peu importe. Il se trompe et il réduit sa pensée philosophique. Et il démolit son œuvre en réalité. C'est ça le problème. C'est qu'il abîme une grande partie de son œuvre. Ou alors cette œuvre, il faut qu'elle soit vraiment marginalisée. Mais on peut le voir chez Hegel, ses engagements ont enlevé de sa vision. Mais heureusement, je pense que son engagement n'était pas quand il pensait que Napoléon était le top niveau de l'humanité à ce moment-là. C'était un espoir qu'il mettait, comme Sartre avec le communisme, c'est la même chose. Mais toute la branche politique est une erreur chez le philosophe, en fait. On peut proposer quelque chose, évidemment, si on est dans la voie de l'universel. Mais la voie de l'universel demande d'abolir toutes nos appartenances pour être réellement universel. On ne peut pas être réellement universel et dire je vais soutenir plutôt le christianisme. Je suis plutôt chrétien et je vais pousser le christianisme parce que c'est lui qui doit vaincre. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans l'erreur directement dans ce truc-là. Donc le penseur doit être universel. Ça n'empêche pas qu'il a ses préférences, qu'il a son truc au fond de lui, peut-être. C'est possible. Moi, je pense que plus on arrive à éliminer toutes nos préférences, et plus notre pensée est juste. Si elle a une vision universelle, si elle vise un but, si elle ne dit pas « bon, l'humanité, c'est une erreur, il faut revenir à l'époque primate, donc il faut casser tout ce qu'on connaît, etc. » Donc quelque chose qui serait pas viable pour l'humanité. Donc je continue. Béni Lévy, on en était, pour arriver à cette fin, on peut avoir les mains sales. Il y avait un vice dans ce raisonnement. Il n'est pas question de nier la saleté, la merde, le sang. Non, le vice est dans la faim, le ver est dans le fruit. Le vice n'est pas dans la faim. Le vice est dans le moteur. C'est un des moteurs de la construction de la perfection où il n'y a plus le vice, justement. Mais
Ce vice, il fait partie de nous. Il faut en tenir compte, il est là. Il y a le vice, il y a la merde, comme il dit, il y a la confusion, il y a la saleté, il y a la violence, il y a la cruauté, il y a les mains sales, etc. Il faut travailler à le diminuer progressivement. C'est ce que l'humanité s'acharne à faire depuis sa naissance, à travers les tabous, puis les interdits, puis les lois, puis etc., puis les religions, puis les interdits religieux, puis maintenant les interdits laïques, etc. On essaie de maîtriser, d'avoir les mains de moins en moins sales, de faire que l'agneau se couche avec de faire ce que les religions ont compris, qu'à la fin des temps, le loup se couchera avec l'agneau, le bébé avec la vipère, etc., etc. Il n'y aura plus de danger. Ça sera le royaume de l'amour. C'est clair qu'on construit ça. Voilà. Mais pour le construire, il y a le mal qui construit en même temps que le bien. Et on doit tenir compte du fait que le mal est là. Il est une nécessité de l'évolution. Pour l'instant, on ne peut pas, on ne peut pas l'enlever. Si on enlevait tout ce qu'on estime mal aujourd'hui, si on arrivait à l'abolir d'un coup de baguette magique, il faudrait retrouver des normes de mal parce qu'il y a des abus encore qui sont légitimes, qui sont légaux, etc. Il y a encore, voilà, par exemple, dans les médias abusent le peuple, certains médias, au moins les médias oligarchiques, abusent le peuple en toute légalité. Et bien là, dans 50 ans, il y aura des lois qui auront interdit. On aura découvert des lois, on aura mis des lois comme on est en train comme MeToo est en train de pousser des lois pour l'abus des femmes par le pouvoir, par la puissance, etc. Donc, on est en train on pose ces lois-là tous les jours. L'humanité pond des nouvelles lois pour maîtriser cela. Et bien, ça sera pareil. Après le MeToo de ce truc, on va s'attaquer aux médias. C'est clair. On s'attaquera au fait que les médias abusent comme un abuseur sexuel. C'est la même chose. Ils abusent de l'esprit du peuple. Et on attaquera aussi les supermarchés, le marché, quand il abuse de la conscience, quand il viole la conscience des consommateurs. Voilà, par exemple, aujourd'hui, c'est encore légal de pouvoir faire appel à des psychologues pour faire passer les consommateurs par tel ou tel endroit du magasin, voilà, lui faire ce parcours entier parce que il peut acheter des choses qu'il n'a pas besoin, mettre des choses à des prix bas en bas, que ça soit pas abordable, de mettre le prix au kilo en tout petit, etc. Tous ces vices, parce que c'est des vices, ça. C'est les supermarchés, les dominants des supermarchés qui sont des milliardaires, il faut le dire, qui nous disent on vous aime à travers la pub, on aime nos clients, on aime, etc. C'est pas vrai. S'ils aiment les clients, ils vendraient pas des choses nuisibles pour les pauvres, qui font qu'aux États-Unis, ils ont pris des tonnes de kilos de souffrance, en gros c'est ça. Voilà, tout ça, ça sera condamné. Dans 50 ans, ce type de choses, même avant, et peut-être bien avant, parce que MeToo, c'est là, ça va prendre 10 ans, encore peut-être 5 ans, et on passera à autre chose. Mais il faut voir qu'on est abusé à travers ça. Et il faut voir que c'est des abus légaux actuellement. Un homme politique qui dit, pour se faire élire, qui donne je vais faire ça, je ferai ça, je vais sortir les pauvres les SDF, il n'y aura plus aucun SDF avec moi ou quoi que ce soit. Si à la fin de son mandat, il n'est pas arrivé à ça, eh ben, il est condamné. Voilà, ça c'est parce que c'est un abus de la démocratie. C'est
et l'abus démocratique sera condamné. Ça, c'est clair, on va vers ça. Ça prendra du temps, peut-être plus, mais ne nous leurrons pas, dans un siècle, tout ça sera dominé et il n'y aura plus ce type d'abus. Et la démocratie sera devenue vraiment quelque chose de positif. On aura trouvé les moyens pour que le peuple vraiment n'ait pas qu'à aller voter une fois tous les 5 ans et puis le reste du temps, les dominants font ce qu'ils veulent, déclarer une guerre, faire ce qu'ils veulent en somme. Ça ne pourra pas fonctionner, c'est fini ce genre de choses. Donc je continue. Non, le vice est dans la faim, le ver dans le fruit. À partir du moment où il y avait cette confusion dans la position de la faim, nécessairement il allait y avoir dans la question de l'unité de la fin et des moyens une confusion dérivée, et celle-là, en effet, pouvait avoir des conséquences négatives, voire criminelles. Il avait raison, c'est ça. C'est devenu criminel le fait de pouvoir dire, bon, on peut avoir les mains sales pour soutenir le communisme, on peut accepter qu'il y ait les goulags, etc. Mais si, comme nous tendons aujourd'hui à le dire, la fin, c'est-à-dire la position radicale de l'intention, traverse l'histoire proprement dite, Jean-Paul Sartre, elle est transhistorique. La fin est transhistorique. Elle traverse l'histoire, mais elle est historique en même temps. Elle est plus que ça. Elle est, disons que si ça dépend ce qu'il entend par transhistorique. S'il entend globaliste, qui englobe et les idéologies politiques, et le spirituel, et le matériel, et le technologique, et etc., le tout, si elle englobe chaque être humain dans la grande évolution de l'humanité, alors oui, c'est transhistorique à ce moment-là. Béni Lévy, oui, Jean-Paul Sartre. Et en ce sens, elle n'appartient pas à l'histoire. Elle apparaît dans l'histoire, mais elle ne lui appartient pas. Béni Lévy. Il y a un problème de l'usage des moyens des techniques de l'action. Mais il doit désormais être repensé dans sa subordination à une fin transhistorique. La fin, ce n'est pas la prise du pouvoir, comme le pensait Lénine. La question fondamentale est celle de la nature de la fin. Comment entendre celle-ci exactement? Évidemment, la fin, ce n'est pas la prise de pouvoir, c'est la fin du pouvoir. La perfection dont je parle sur la mécanique universelle, c'est l'arrivée dans le fait que chacun est absolument libre. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus... L'homme apparaît sur cette planète totalement libre, puisqu'il est absolument... Chaque être humain est absolument respectueux d'autrui. Tout est gratuit, tout est là pour chacun. Donc il n'y a qu'à jubiler de l'existence humaine, il n'y a qu'à jubiler de la fraternité, il n'y a qu'à être dans cet état de fraternité. Et donc le pouvoir, la prise de pouvoir, c'est pour l'homme constructeur. Dans ma théorie, je dis, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs d'humanité, de la perfection, et nous allons vers l'humain abouti, qui sera l'humain qui vivra dans cet état de perfection, qui n'aura plus besoin de construire. Mais l'homme constructeur, nous sommes des hommes constructeurs depuis que le premier homme a inventé, a pu dire, décrire avec un mot, une parole, papa, maman, l'arbre, je ne sais pas, voilà, inventer le langage. Les premiers hommes qui ont inventé le langage, puis après le feu, je ne sais pas, tout ce qui a été inventé au tout départ, c'était nos frères, c'était nos ancêtres. Donc, à partir de cela, on est des hommes constructeurs. Et on est identiques, hein, on travaille tous, on donne tous notre existence à l'évolution de l'humanité, à cette perfection. Et d'ailleurs, pour bien le démontrer, voilà, ces hommes-là, ces premiers hommes qui ont inventé le langage, on ne connaît ni leur nom, ni rien du tout. Donc ils sont passés, ils ont donné toute leur existence à ça. Ils n'ont pas apporté
le langage de avec eux en mourant. Pardon. Donc, cette étape, ces premiers hommes, pour redire ça, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas marqué leur nom. Les hommes qui nous ont laissé des peintures extraordinaires rupestres, ils n'ont pas donné leur nom. Lucile, c'est nous qui l'avons appelée comme ça, mais grâce à elle, qui a, sans le vouloir, préservé ses ossements, etc., dans les choses, grâce à eux, on sait, on connaît, on développe notre histoire. Donc ils travaillent autant que Lucile, le squelette de Lucie travaille autant que Coppens et à l'humanité. C'est exactement pareil. Voilà, sauf que voilà, Lucille, on ne peut pas la remercier. Et on ne peut pas être là pour la remercier. Peut-être que ça se fera à la fin des temps, qui sait. Mais en tout cas, elle a travaillé autant que Yves Coppens ou que les chercheurs dans le truc. Donc, et c'est nos frères. Et on travaille tous, on est tous des hommes constructeurs d'humanité, là. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, alors je vais continuer, mais c'est un peu difficile quand même, parce que c'est long. Béni Lévy, il y a un problème de l'usage des moyens des techniques de l'action. Mais il doit désormais être repensé dans sa subordination à une fin transhistorique. La fin, ça n'est pas la prise du pouvoir comme le pensait Lénine. La question fondamentale est celle de la nature de la fin. Comment entendre celle-ci exactement ? Jean-Paul Sartre. Oui, il s'agit d'abord de bien préciser ce que veut dire transhistorique et de quelle fin nous pouvons parler, puisque la prise du pouvoir était une fin historique. On prenait le pouvoir dans une certaine société à un certain moment de son développement et ça signifiait qu'on faisait leur affaire à des gens bien précis qui s'appelaient Louis XVI ou Robespierre, suivant les moments. Voilà, il comprend tout, Sartre, quand même, à la fin de son existence. Qu'est-ce que c'est que la fin dernière qui a toujours été celle des insurgés ou des révolutionnaires, mais qu'il voulait sans pouvoir la nommer, sans la voir clairement? C'est ça que nous avons à définir. Et c'est ça que la mécanique universelle définit. Voilà, c'est exactement ça en fait. Je n'imaginais pas que c'était le questionnement en fait de Sartre et de Béni Lévy. De Sartre grâce à Béni Lévy, on va dire. Béni Lévy, exactement. Donc, il y a dans le mot de fraternité qui a caractérisé cet ensemble confus et affectif, désigné par le terme de gauche, un élément que nous devons recueillir. C'est l'intention de fraternité. Voilà, c'est le fond. La finalité, c'est la fraternité. C'est clair, c'est la paix universelle. C'est voilà, on va vers ce travail-là. C'est clair, mais on ne peut pas y aller sans la liberté. On ne peut pas y aller avec le goulag. On ne peut pas y aller en maltraitant les peuples ou en disant on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais pensez cette intention selon le schéma de la radicalisation de la souveraineté debout. Alors, à cet égard, nous pouvons reconnaître notre filiation avec l'insurgé de 1792. Mais pensez cette intention selon le schéma de la radicalisation, de la souveraineté debout, de la démocratie directe opposée à une souveraineté infidèle représentative, ça non, c'est fini. Il nous faut désormais considérer que cette solution de l'insurgé de 1793 et donc du gauchisme est une fausse solution. Dès lors, il faut ressaisir le problème qui est à l'origine de cette fausse réponse, le problème de la démocratie. Voilà. Et c'est là où se passe le jeu. Et c'est là où je comprends maintenant les philosophes actuels qui vont lutter, même qui étaient de gauche et qui vont lutter contre la gauche, qui vont décrédibiliser la gauche, etc.
Leur erreur, elle n'est pas de critiquer la gauche, elle est de tomber dans l'extrême droite, d'aller soutenir l'extrême droite au détriment de la gauche. L'idée, c'est évidemment de dévaluer l'idée des extrêmes en leur disant ok, mais vous ne ferez pas partie, vous n'êtes pas la finalité de l'histoire. Ok, vous allez inspecter ce qui se passe à l'extrême, aux extrêmes, extrême droite, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si votre psychisme vous oblige à cela, d'accord, vous êtes les bienvenus dans le mouvement. Mais le mouvement, il est euh, idéologie. Il est dans le principe, dans notre base, elle est démocratique, c'est-à-dire c'est la souveraineté du peuple. C'est pas pour rien que c'est la démocratie. C'est la souveraineté du peuple. Et le peuple, c'est l'humanité. C'est le chemin de l'humanité. C'est le peuple transnational. C'est le peuple universel, en somme. Alors, voilà, votre apport est le bienvenu pour le centre, mais non, on n'est pas d'accord avec d'aller s'engager dans votre mouvement. On n'est pas d'accord d'aller s'engager pour se désengager de la gauche, d'aller s'engager à la droite ou à l'extrême droite ou ailleurs. On est pour quelque chose de central. C'est ça l'idée du penseur maintenant. Alors Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire étudier la démocratie sans considérer la démocratie directe ou la démocratie indirecte, la prendre dans son ensemble et voir quel est le rapport entre la fraternité et la démocratie, le principe premier qui établit la démocratie et qui a toujours été en elle. Car la démocratie, pour ma part, et je crois pour la tienne, me paraît être non seulement une forme politique de pouvoir ou de manière de donner le pouvoir, mais une vie, une forme de vie. On vit démocratiquement et selon moi, c'est cette forme-là et aucune autre qui doit être pour nous actuellement la manière de vivre des hommes. Il faut savoir si actuellement ils vivent en démocratie et démocratiquement. Et il faut savoir ce que l'on entend par démocratie. Je pense que pour commencer, il faut prendre le terme tel qu'il est en lui-même et examiner sous sa forme politique d'abord parce que c'est le plus simple, l'idée de démocratie. Béni Lévy, ce n'est pas que c'est la plus simple, c'est la seule existante. Et c'est là où, je ne sais pas s'il l'a compris, on va le voir après. Le chapitre 8, c'est plus fondamental que la politique. Je ne sais pas s'il a compris le sens véritablement puissant de la démocratie. Sur la mécanique universelle, il y a tout plein de chapitres relatifs à la démocratie. Pourquoi j'explique que pourquoi la démocratie c'est une œuvre d'art? Parce qu'elle inverse les lois de la nature tout en lui gardant sa puissance. Ce n'est plus un groupe de dominants qui thésaurise les pouvoirs et qui trace la route du groupe en thésaurisant les pouvoirs. C'est ce qui se passe chez nos cousins primates, d'où nous venons. Nous sommes extraits de ce mécanisme-là. Et on l'a pratiqué très longtemps. L'aristocratie, c'est ça. C'est un groupe c'est le principe primate, l'aristocratie. C'est un groupe de dominants qui thésaurisent les pouvoirs et qui trace la ligne pour l'ensemble du groupe, pour le peuple. C'est le principe de l'autocratie, c'est le principe de la dictature, c'est le principe de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, ce mouvement-là, ce principe-là. C'est antidémocratique. C'est le principe de l'oligarchie qui est en cours actuellement. On est dans un système oligarchique, autant aux États-Unis qu'en Europe. On est vraiment là-dedans. Et peut-être que je ne connais pas le modèle actuel qui se passe en Chine, par exemple, mais qui se disent plus démocratiques. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ils se disent plus démocratiques. Quel est leur modèle réel? Est-ce que franchement, ça ne serait pas réel ce qu'ils sont en train de dire? Peut-être qu'ils ont un problème de liberté, mais peut-être que leur modèle démocratique est plus intelligent, plus abouti, parce qu'il mélange des valeurs communistes et des valeurs libérales dans leur démocratie.
Peut-être que c'est ça. J'aimerais le savoir, ça. Je ne l'ai pas étudié. Mais c'est un questionnement. Parce que nous ne sommes pas en démocratie, clairement, là. On est en oligarchie. Et l'oligarchie, c'est le même principe animal que l'aristocratie. C'est la même chose. Ce n'est pas des aristocrates, c'est des milliardaires qui tracent la ligne de l'humanité. Mais ce n'est pas le peuple. Le peuple, sa vision, elle est vraiment radicalement différente. Elle n'est pas dans la compétition. Il s'en fout de la compétition, le peuple. Le peuple, il veut de la fraternité, il veut l'amitié, il veut pouvoir vivre tranquillement, sans travailler comme un malade, sans donner son existence au travail. On voit bien qu'il a été maltraité, là, dans les 40 ans. Si un peuple n'aurait jamais choisi les 40 années qu'il a passées à l'usine, là, avec les idées travailler plus pour gagner plus. Il s'est fait enfumer, mais d'une force inouïe, le peuple, dans ce truc. Et c'est hyper criminel, hein. Les hommes politiques qui ont aidé l'oligarchie à s'imposer et à thésauriser les privilèges, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme les primates naturels, hein, ils ont thésaurisé les privilèges. La privatisation des choses, c'est la thésaurisation des privilèges qui étaient accordés au peuple. Donc c'est le vol manifeste. Le peuple, il est trop affolé là pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Mais l'histoire jugera ces êtres humains, jugera les hommes politiques qui ont aidé l'oligarchie à se gaver au détriment du peuple. Il n'y a pas de souci. Ils seront pas exonérés, ces hommes politiques. Là, ils pérorent encore, ils croient encore que l'histoire les regardera avec bienveillance. Pas du tout. L'histoire va vraiment les remettre devant la logique de ce qu'ils ont fait. Voilà, hein, comme on juge aujourd'hui les criminels de la Révolution française ou les criminels à travers le temps. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Donc voilà ce qu'est la démocratie en réalité. C'est une œuvre d'art. Ça inverse les lois de la nature, c'est-à-dire c'est les dominants, c'est les dominés c'est la troupe, l'ensemble de la troupe qui donne les directives. Les dominants sont élus par l'ensemble du groupe, mais pour favoriser toutes les valeurs, les valeurs, les principes, pour favoriser le peuple, pour faire que le peuple soit heureux. C'est les dominants qui, donc c'est le mieux. C'est pas, en fait, la dictature du prolétariat, c'était une erreur. Pour quelle raison? Parce qu'en définitive, ceux qui montaient, les dominants qui montaient, ils sortaient du prolétariat. C'était pas les meilleurs dominants. C'était parce que les meilleurs dominants, c'est les meilleurs dominants de l'ensemble. Et c'est ce qui se passe en démocratie. Normalement, si l'échelle de, si le système, si on n'est pas dans un népotisme qui fait que les élites se régénèrent entre elles-mêmes sans que ça soit un mélange avec le peuple, c'est là où ça ne fonctionne pas. Une démocratie parfaite, c'est l'ensemble du peuple, l'ensemble des élites qui, le meilleur de tout ça, qui monte, qui va justement, à l'époque, c'était l'ENA, etc., dans les hautes études, aux ensembles, qui va à ce niveau-là, qui peut se mélanger, donc apporter les valeurs de la bourgeoisie et les valeurs du peuple ensemble. Ce mélange fait que il y a une mixité de pensée, et c'est peut-être ce qui a favorisé un Sartre, justement, parce qu'à l'époque, l'ascenseur social fonctionnait. Il y avait des ouvriers qui arrivaient à l'ENA à l'époque. Donc il y avait une sorte de mélange qui était là, qui pouvait se faire. Et donc les valeurs pouvaient se transmettre. Maintenant, là, l'oligarchie a réussi à thésauriser tous les privilèges et à remettre ses enfants dans le mouvement. C'est les enfants des oligarques qui sont à la tête du système et à la tête de toutes
de ceux qui tracent la loi, la voie de l'évolution humaine. Et ça, c'est pas supportable, ce genre de choses. Et c'est antidémocratique en réalité. Dans la vraie démocratie, les meilleurs du peuple, les meilleurs de la bourgeoisie montent et font la politique pour le peuple. Et le peuple, voilà, le peuple, il n'est pas là pour se faire abuser. Un vrai dominant, un vrai chef d'État démocratique, il serait allé voir Monsieur Leclerc, Monsieur Carrefour, Monsieur Machin, en disant vous arrêtez d'abuser les êtres humains. Ok, c'est terminé. Maintenant, vous amenez le meilleur dans le meilleur dans vos magasins. Vous arrêtez de violer l'esprit des gens pour qu'ils achètent ce qu'ils n'ont pas besoin, de leur vendre des quantités qu'ils n'ont pas besoin. Vous arrêtez ce genre de choses et vous comportez correctement avec le peuple. Voilà, vous ne vendez pas des bières à 12 degrés pour faire des ivrognes, des alcooliques, pour amener des dépendants. Vous arrêtez de faire des dépendants, de mettre des gens qui rentrent dans la dépendance. Voilà ce qu'aurait fait un homme politique démocratique. Et c'est pour ça que ce sont des minables, des misérables, les hommes politiques qui sont passés, malheureusement. C'est terrible à dire, c'est triste. Là, j'ai de la colère vis-à-vis de ces êtres humains-là, parce qu'en fait, c'est pas eux qui auront le bénéfice de ce changement. Parce que ce changement-là, ce que je suis en train de dire, qu'ils auraient dû dire aux dominants de l'industrie, à ces capitaines de l'industrie, qu'on appelle capitaines de l'industrie, ce que les hommes politiques auraient dû faire, ce qu'un De Gaulle aurait fait très certainement, mais il aurait eu le courage de faire ce genre de choses. C'est ces choses-là qui n'ont pas été faites par ces hommes politiques parce qu'ils se sont rangés du côté des dominants, eh ben c'est l'évolution de l'humanité qui est en train de le faire. Là, l'évolution de l'humanité est en train de dire c'est fini, voilà, on va plus pouvoir acheter des tonnes, on va plus accepter ce que vous nous proposiez des profusions et des trucs, etc. Tout votre modèle, là, il est en train de s'écrouler. Mais c'est la nature qui fait changer les mœurs. Et c'est pas les hommes politiques. Et c'est ça qu'on peut reprocher à ces hommes politiques qui se sont fait élire sous l'étiquette démocrate et qui étaient des oligarques, qui étaient des narcissiques tout simplement, et des oligarques en réalité. Voilà, voilà le problème majeur de ce modèle. Voilà. Bon, eh ben, c'est bien que je dise ces choses un peu colériques, là, avec la tête de Jean-Paul Sartre en fond d'écran. Il aurait, je pense, bien écouté, bien accepté ce que je dis. Voilà. Bon, merci et puis à très bientôt.